Maître Ward, bonjour. Bonjour, M. Malay. Alors avec vous aujourd'hui, nous verrons pourquoi passer par un avocat, qu'est-ce que l'on peut attendre d'un avocat dans la situation de violence conjugale, femme battue. Maître Ward, c'est à vous. Violence conjugale, femme battue, nous avons un sujet qui concerne du côté féminin, au moins en France, pays de 60 millions d'habitants, au moins 4 millions de femmes. Et pour voir le problème en son entier, 4 millions de femmes, ça vous donne un nombre égal d'hommes et un nombre double d'enfants. Alors, il s'agit d'un problème extrêmement sérieux, extrêmement aussi complexe, parce que les choses ont changé. On n'est plus au temps de Saint-Paul où la femme, quand il s'agissait d'un couple marié, et marié à l'église, où la femme doit obéir au mari. Nous sommes arrivés au XXIe siècle, à l'époque où l'on arrive à la quasi-égalité absolue entre l'homme et la femme. Ils sont différents, mais égaux en droit. Alors, la violence, qu'a-t-elle à faire dans le couple qui aurait dû se placer sous le signe de l'amour, sous le signe de l'amour, sous le signe de la cohésion? Au lieu de quoi, il arrive des moments et il n'y a pas évidemment de jour sans nuit. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il y a des moments où les choses vont moins bien. Il n'y a pas un homme éternellement bien portant jusqu'à l'heure de sa mort. Alors là, nous avons évidemment les dispositions de la loi et qui concernent les violences commises dans le couple. Alors, contrairement à notre habitude, autant par thème, jusqu'à présent, nous avions un article de loi auquel se référer pour ce thème. Tandis qu'aujourd'hui, c'est qu'à travers la violence dans le couple, donc nous verrons que ce soit le meurtre, que ce soit le viol, que ce soit les sous-entendus du viol, donc il y a des articles éventuellement différents. Aussi dans la famille, donc il y a aussi les enfants, donc la notion de pédophilie. Dans la famille, il y a la femme, mais il y a aussi la maîtresse, donc tout ce qui est bigamie. Donc nous verrons avec vous. Mais juste avant, donc s'il y a qu'à citer un thème, donc ce fameux, alors dans cette violence du couple, nous disons de femmes battues. Donc quand, déjà, pourquoi dans des contextes comme ceci, et nous verrons, hein, parce qu'il y a des reversements qu'exige la loi, hein, en fonction des souffrances que vous affligez un être humain, qu'il soit votre femme, mais juste avant de venir à la femme battue d'aujourd'hui, vous m'avez laissé, et vous nous avez laissé comprendre, qu'apparemment, à une certaine époque, un homme avait le droit de battre sa femme. C'est ça que je peux comprendre? Donc, la femme suivait, au contraire, à ces époques anciennes, il y avait moins de violence dans le couple, moins de violence entre les conjoints. Pourquoi? Parce que l'homme était la personnalité dominante, la femme doit obéir à son mari. C'est ce qui était enseigné par l'Église. Je renvoie aux épîtres de Paul là-dessus. Et les choses ont changé. Les choses ont changé pour une première raison, c'est que l'élément moteur de tout progrès de l'humanité, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Or, sous l'angle double de l'instruction et de l'éducation, de plus en plus, statistiquement parlant, la femme domine l'homme. Et si l'on prend le thème physique de la longévité en ce qui concerne la vie, la femme, là aussi, domine l'homme. La durée de vie statistique de la femme avoisine 84-85 ans au moment où je parle, alors que l'homme a progressé, mais il n'arrive pas encore à 80 ans. Alors, venons-en désormais. Pourquoi, dans le cas de violence conjugale, donc entendons plus vulgairement femme battue, d'accord, il est nécessaire et il est plus utile en termes d'efficacité d'avoir un avocat. Juste pour citer 2-3 articles que je vous donne la parole, donc nous verrons dans cette
brief de femmes battues. Sous l'article 222-13, 14e, 4e bis, on parlera de 3 ans, qu'est-ce que vous nous direz par le mot 3 ans, et de 45 000 €, éventuellement d'amende, vous nous direz quel est le bon terme. Nous verrons aussi sous l'article 222-12, 4e bis, on parlera de 5 ans, vous nous expliquez ce que ça veut dire, et de 75 000 € et plus, dans quel contexte. Nous verrons aussi sous l'article 222-9, 4e bis, nous parlerons de 15 ans cette fois, et là c'est dans les circonstances de mutilation, donc c'est aggravé. Et tout de suite, commençons par le plus grave et que l'on n'aurait jamais souhaité, puisqu'en Martinique on parlait de mari qui a carrément brûlé sa femme sur la place publique, comme s'il se croyait dans certains pays que nous ne citerons pas. Donc sous l'article 222-8, 4e, on parle déjà de 20 ans, et c'est quand un homme a l'audace, le mépris d'aller jusqu'à la mort de sa femme dans un contexte de violence conjugale, femme battue. Maître, c'est à vous, expliquez-nous. Eh bien là, la peine maximale, ce sont les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La loi punit ce crime de 15 années de réclusion criminelle. Lorsqu'il s'agit de coups et blessures ayant entraîné la mort de sa compagne ou de son compagnon, c'est le même texte, eh bien, en ce moment-là, la peine est visée par l'article 222-4, 4e, et elle est de 20 ans de réclusion criminelle. Et vous avez bien fait d'indiquer, lorsqu'il s'agit de mutilation, nous avons le 4e bis de 222-9. Lorsque nous avons les violences supérieures à 8 jours, nous avons le 4e bis de 222-12. Et lorsque vous avez des simples violences, vous avez là aussi le 4e bis de 222-13. Et la réflexion que je donne là-dessus, pourquoi il n'y a pas eu une disposition particulière aux femmes et que l'on donne simplement un alinéa d'un texte en ce qui concerne les femmes battues. En un mot, je me résume. Je pense qu'il y a une critique fondamentale que je fais au code pénal sur ce point-là, c'est que un problème qui concerne une femme sur 5, ou comme on y arrive actuellement, parce que ça n'y a pas régression, il y a au contraire progression, les choses vont de mal en pis. Pourquoi un tel problème n'est pas traité dans un chapitre particulier du code pénal? Ça veut dire, entre autres, pourquoi pour tout ce qui est violence conjugale, il y a un article de loi, on pourrait dire. Voilà, il devrait y avoir un article particulier concernant une partie aussi grande du peuple français, de la population, si l'on veut prendre un autre terme, et voire de la population mondiale. Donc on se devrait, sur ce point-là, d'avoir un chapitre particulier, et même avec les mêmes sanctions. Et deuxièmement, on aurait dû prévoir un domaine préventif sur cela, parce que partout, vaut mieux prévoir que guérir. Il n'y a pratiquement rien. Le préventif, vous me direz, c'est l'éducation, l'instruction. Ce sont des choses qu'on devrait voir dès l'école primaire, dans le chapitre de l'éducation civique et dans le chapitre de la morale. La société a été dépassée par l'évolution des choses. Lorsque vous voyez des concours maintenant, Polytechnique par exemple, eh bien la première, le plus souvent, c'est une femme. Et l'école nationale d'administration, les femmes arrivent maintenant dans les épreuves éducatives, dans même les épreuves sportives, au premier rang, toute proportion et tout sexe respecté. Maître, pourquoi, dans un cas comme celui de la violence conjugale, vous conseillez à une femme
d'avoir l'anticipation, la démarche de prendre un avocat quand on sait qu'il y a des dommages et intérêts au minimum de 45 000 euros. Je suis sûr que les femmes qui se font battre en ce moment ne savaient même pas que même en ayant 8 jours d'arrêt de travail, elles avaient droit à ça. Et je suppose que pour l'obtenir, il faut avoir un avocat. Je fais dans les 45 000 euros, c'est l'amende. Oui, c'est l'État. C'est l'État qui se réserve la part principale. Et les euros sont donnés. Et dans le cadre des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, avec la constitution de partie civile à l'audience pénale, ou simplement la poursuite à l'audience civile sous l'angle de l'article 182 du Code civil. Mais je dis que là, il faut voir un avocat dès la première gifle. Parce que la première gifle est déjà. Expliquez-nous qu'est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous êtes capable de faire dès la première gifle. Ah ben, dès la première gifle, on arrête et l'on va saisir le juge des affaires familiales et dans le cadre d'une procédure de conciliation. Il faut immédiatement mettre au là. Parce qu'après la première gifle, les autres suivent. Et les autres suivent et on arrive. Est-ce que de point de vue légal, voilà un exemple, excusez-moi, je vais faire une démonstration avec vous, une femme qui est dépendante de son mari, et le mari qui le sait, mais ce mari justement restant à ce côté archaïque, j'ai de l'argent, c'est moi qui entretiens la vie de famille et tout, donc je me donne les droits de vous faire taire, de vous violenter, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous me dites que vous, Maître Rod, une femme qui vient vous dire j'ai déjà reçu 2 gifles, 3 gifles de mon mari et ça commence à monter, c'est de plus en plus fort, de plus en plus régulier, que vous avez la capacité de faire cette femme avoir des dommages intérêts, éventuellement que ce mari lui reverse de quoi vivre convenablement s'il n'avait pas de travail? Non, la procédure c'est le divorce. Et le divorce a son article 270 réservé aux prestations compensatoires et on arrive simplement à ce moment au vieux divorce, et c'était déjà prévu de 242, vieux divorce pour faute. Et il y a le droit pour la femme non seulement d'avoir des prestations compensatoires, mais des dommages intérêts. C'est une procédure civile. En tout cas, c'est une garantie de l'obtenir quand on passe par un avocat. Mais là, la présence de l'avocat est obligatoire en matière de divorce. Alors dire il faut immédiatement, dès que les choses vont mal, prendre conseil. Et l'on veut de plus en plus penser que les conseils peuvent être donnés et sont plus efficaces donnés par un juge. Je vois au contraire, comme les Américains, comme les Anglais, comme les Allemands, comme les Italiens, qu'il vaut mieux se fier à l'avocat. Et c'est la solution de sagesse. Beaucoup de femmes, on a cité tout à l'heure, mutilation, n'y croient peut-être presque pas. Sous l'article 222.9, trait d'union 4e bis, où vous nous dites, et c'est la loi bien sûr, que l'auteur de mutilation vers sa femme, au prétexte qu'elle est sa femme, encourt 15 ans. Quelle garantie que vous faites à une femme qui vous dit, mais attendez, moi j'ai vu ça peut-être depuis 5 ans, 10 ans. Elle vous regarde cette dame. Non, mais elle est mutilée, c'est qu'elle a subi une violence telle qu'il en est résulté une infirmité. Mais en ce moment, elle a droit à il faut saisir immédiatement le gendarme, saisir le commissaire de police. Et immédiatement, le procureur intervient. Parce que dès qu'on entre dans le chapitre de la violence, le maître d'œuvre, là-dessus, c'est le procureur de la République. Mais on va au plus près, on va au commissariat de police, on va à l'agent de police et on porte plainte avec un certificat médical. Et ensuite, on consulte l'avocat pour ce qui concerne les dommages intérêts que l'on doit réclamer. D'accord, comme nous sommes déjà à 14 minutes, donc vous voyez presque la moitié de l'émission, nous n'avons pas encore fait la moitié des questions. Alors, le summum, donc sur l'article 222.8, trait d'union 4e, 20 ans donc pour l'auteur de sanctions, et là c'est jusqu'au meurtre, jusqu'à l'assassinat. Ce sont les coups, non c'est pas l'assassinat, ce sont les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le meurtre, c'est, en ce qui concerne le meurtre du conjoint, la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un autre chapitre. Et l'assassinat, lui aussi, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, dans le cadre de meurtre, donc quand cette femme est morte, comment il peut être utile et nécessaire d'avoir un avocat, justement? Ah ben, pour celui qui a causé le meurtre, il ne peut pas aller devant la cour d'assises sans avocat parce que sa situation est grave. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et pour
évidemment le maire, c'est pas la malheureuse victime en ce moment qui est là, ce sont ses ayants droit. Ses ayants droit ont intérêt de recourir à un avocat, premièrement pour se constituer partie civile et suivre l'instruction et suivre l'audience de la cour d'assises et avoir une décision en étant partie jointe avec l'avocat général sur le plan pénal et une décision seule sur le plan civil. Il faut manifestement un avocat, mais je dois dire, pour être complet sous l'angle de la procédure pénale que j'ai longtemps enseigné, que l'on n'a pas besoin d'un avocat, n'est pas obligatoire, mais il est conseillé d'avoir un avocat, pratiquement comme les Américains, à toutes les périodes de sa vie, pour avoir un conseil auprès d'un conseiller agréé qui est lui-même assuré. S'il vous donne un mauvais conseil, vous pouvez en ce moment demander réparation et il est assuré. En ce qui me concerne, je suis assuré jusqu'à un demi-milliard d'euros, ce qui fait que si je donne un mauvais conseil, vous saisissez le bâtonnier, vous portez plainte et ma compagnie d'assurance va vous dédommager. Donc vous pouvez aller en toute quiétude, en toute tranquillité, saisir votre avocat. D'accord. Donc là, on ne parle plus de l'article 222.8 trait d'union 4e où on parlait de 20 ans de prison pour l'auteur au cas où il donnait la mort à sa femme sans intention de la donner par la violence conjugale. Mais on parle carrément du meurtre. Et là, c'est carrément sous l'article 221 trait d'union 4. 4e bis, et là il y a la réclusion criminelle, et quand on dit avocat aussi, donc la famille pour en constitution de partie civile, mais qui peut demander une indemnisation, et là c'est sous l'article 706. Alors, sur ces articles 706 et suivants du Code de procédure pénale qui permet à ceux qui sont victimes de ces violences telles qu'elles ont été définies par les dispositions du Code de procédure pénale, du code pénal dont vous avez fait état, eh bien, à partir du moment où on est victime, dans le cadre de ces dispositions, on a le droit de demander à la commission d'indemnité des victimes d'infraction, la CIVI, réparation, et il y a le fonds de garantie des victimes qui vaut des dommages. L'État est considéré en définitive qui n'a pas pu réguler ces choses-là, qui n'a pas pu faire que le couple vive en harmonie, qui n'a pas pu faire qu'il n'y ait ni crime ni infraction, eh bien l'État répare la victime. Et là encore, lorsque vous arrivez sur ce stade-là, vous n'avez pas besoin d'avocat. Le conseil que je vous donne, c'est d'avoir un avocat, parce que l'avocat peut établir la réalité du préjudice subi et demander les barèmes qui sont appliqués, suivre cela, et les choses ne se font jamais automatiquement comme certains disent. On dit vous n'avez qu'à aller, je vous serai dédommagé, vous n'avez pas besoin d'avocat. C'est une erreur. Il vaut mieux avoir un sachant, il vaut mieux avoir un homme de métier, il vaut mieux d'avoir un homme de connaissance qui immédiatement prend les contacts nécessaires avec le fonds de garantie et peut arriver, en traitant la question, à un accord pratique avec le fonds de garantie que la CIVI avalise. Voilà la nécessité d'avoir un homme. On n'a plus de conseiller juridique actuellement, on a fait de la profession d'avocat celle qui règle toutes ces choses-là, et il est beaucoup plus utile, beaucoup plus précieux et beaucoup plus rentable pour vous de voir un avocat. Ceux qui n'ont pas les moyens demandent au bureau d'aide juridictionnelle qu'un avocat leur soit attribué, soit en allant voir l'avocat qui accepte de les défendre dans le cadre de l'aide juridictionnelle, soit en demandant au bureau d'aide juridictionnelle ou au bâtonnier de l'ordre de vous désigner un avocat. Merci. Et là, vous n'avez pas à rémunérer cet avocat qui reçoit de l'État une indemnité qui, en France, est misérable. Et c'est là un aspect du côté de la justice où tout est trop bas, y compris la rémunération des magistrats. Merci, maître. Ça pourrait aussi faire l'objet d'une autre émission. Mais restons vraiment dans la notion de la victime. Éclairons cette victime. Il nous reste maintenant moins de 10 minutes. Nous devons aussi
à voir avec vous que la violence conjugale, c'est aussi les femmes battues, c'est aussi le meurtre de la femme, de l'épouse ou de l'époux. Mais il y a aussi le viol. Qu'est-ce que l'on doit comprendre du viol à travers l'article 222 trait d'union 23 du Code pénal? Que doit-on aussi comprendre par est-ce que la fellation peut être considérée comme un viol? Et là, il y a un décret qui... non, il y en a, ouais. Un arrêt qui est sorti le 16 décembre 92. Nous devons aussi vous voir dans la famille, violence conjugale, il y a aussi les enfants. Quand on parle de pédophilie, sur l'article 227 trait d'union 25 du Code pénal, quand on parle aussi de la famille, de la femme, on parle aussi de la maîtresse, que dit la loi sur la bigamie, sur l'article 433 trait d'union 20 du Code pénal. Mais tout de suite, maître. Ah ben le viol. Le viol. Le sur l'article viol, 227 trait d'union 23. C'est un acte de pénétration sexuelle commis sur une personne par violence, contrainte ou surprise. Voilà la définition du viol telle qu'elle est donnée par l'article 222-23 du Code pénal. Et le viol est puni... Mais justement, est-ce que l'on peut décemment dire, je m'excuse du verbe, décemment dire que le viol rentre dans le cadre d'un mariage? Est-ce que l'on peut employer ce mot pour dire que l'on viole sa femme? Eh bien là, vous parlez comme le général de Gaulle qui avait dit peut-on violer sa femme? Eh bien, avec l'article 222-23 du Code pénal, je réponds à la question par un oui catégorique. Et vous avez un arrêt de la Chambre criminelle du 11 juin 1992 qui a, sur ce point-là, je parle pour évidemment les praticiens du droit, qui à ce point-là, et je parle aussi pour les victimes qui règlent, à partir du moment où vous avez un rapport sexuel par violence ou par contrainte, même sur votre légitime épouse, même sur votre maîtresse, même sur votre compagne, à partir du moment où vous faites ça, vous êtes en dehors de la loi naturelle, qui est une loi d'amour, de respect et d'harmonie, et en ce moment, vous tombez sous les fautes du Code pénal, et il y a viol. La Chambre criminelle de la Cour de cassation l'a bien dit dans l'arrêt dont vous avez fait état. Alors, je crois qu'on va déborder, mais on ne peut pas déborder désormais à Canal 10. Alors, très rapidement, sur un mot, viol dans un couple. Mais comment définir le mot viol dans un couple? On arrive à imaginer viol, violent madame Larry là, madame n'est pas te connaître, madame n'a pas te connaître lui. Mais madame a été cabaroli avant, et après ça, elle a dit qu'elle a violé. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est quoi un viol dans le couple? Dès qu'il y a absence de consentement. Tout doit être fait par consentement. Pas de consentement, vous brusquez la personne, vous violez son intimité en ce moment, et vous ne respectez pas sa personnalité, vous tombez sous le coup de la loi. La loi ne permet plus. Et donc, à la question, peut-on violer sa femme? Je dis oui, mais je dis en ce moment, vous tombez sous le couperet de la loi et vous êtes condamné. Voilà ce qu'a dit la Chambre criminelle dans le cadre des dispositions de l'article 222-23 du Code pénal. Du 11 juin 1992. Et ça, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, c'est-à-dire, nous sommes arrivés jusqu'à la Chambre criminelle et la Chambre criminelle a dit oui, c'est ça, il y a viol, et même quand vous êtes le mari, il n'y avait pas consentement, vous avez brutalisé, vous devez tomber sous le coup de la loi. D'accord, donc il ne reste même pas 6 minutes. Maintenant, excusez-moi, on va faire ça. Oui, mais on va faire vite, il faut faire avec. Non, mais on réussira. Une femme majeure peut-elle violer? On ne dit pas, c'est pas une invitation, hein, mais peut-on employer le mot violer quand c'est une femme majeure qui a un rapport sexuel avec un homme mineur de 18 ans et voire même de 15 ans, voire moins de 15 ans? Appelle-t-on ça un viol? Eh bien, on pensait qu'il pouvait y avoir un viol à partir du moment où un majeur, une femme raisonnable, un professeur par exemple, c'est le cas d'un film célèbre, et qui a eu des rapports sexuels avec un jeune de 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à la majorité, elle a eu des rapports avec lui. Donc, et l'on avait pensé qu'elle abusait de son autorité pour obliger le jeune à la pénétrer. Ou qu'elle faisait en sorte, à force de caresser ce jeune garçon, d'arriver à un rapport sexuel. Donc, et des juges d'instruction, même une chambre de l'instruction,
avait pensé que là, ça pouvait tomber sous le coup de la prévention, de l'incrimination de viol. Et la Cour de cassation, dans son arrêt sur ce point-là, du 21 octobre 1998, a dit non parce que l'acte de pénétration n'est pas fait par cette personne ayant autorité. Il faut voir la genèse sexuelle, il faut voir le rapport, la réalité. C'est le petit qui pénètre, la grande. Eh bien, la grande n'a pas violé. Elle a incité, elle a commis sur ce plan-là une prévention, mais qui ne peut pas être qualifiée de viol parce qu'il n'y a pas l'acte de pénétration sexuelle. Ne vient pas d'elle. D'accord. Alors, à ce moment-là, si il doit y avoir une rhétorique, si le mot viol ne peut pas être utilisé ou alors être exploité d'un point de vue juridique, à ce moment-là, peut-être le seul recours de ce mineur pourrait être une forme de harcèlement. Il a été harcelé à un tel point qu'il en est arrivé à devoir satisfaire. On peut prendre harcèlement, on peut prendre détournement, détournement de mineurs, mais on ne doit pas dire viol. D'accord. Passons au suivant. La fellation. Est-ce qu'aujourd'hui, toujours dans un couple, on parle, la fellation peut être constituée ou être considérée comme un viol dans un couple? La fellation. Ah non, à partir du moment, l'acte de fellation est un acte volontaire, tout le monde est d'accord. La notion de viol vient à partir du moment où il n'y a pas consentement, où l'on oblige quelqu'un à faire un acte de fellation. Et la chambre criminelle dit que si c'est un homme qui oblige une femme à faire un acte de fellation, il y a pénétration sexuelle, puisque manifestement le sexe pénètre dans la bouche, et en ce moment, là, nous rentrons dans le cadre des dispositions de l'article 222-23, il y a une pénétration du sexe, donc un acte de pénétration sexuelle, il n'y a pas consentement, donc il y a viol. La fellation constitue un viol quand il s'agit d'un homme qui oblige une femme à faire cet acte-là. Merci. Mais l'inverse n'est pas vrai. Merci. Tout de suite, violence dans le couple, violence conjugale, mais il y a aussi des enfants qui sont témoins, il y a aussi des enfants qui sont victimes dans cette notion de couple. Pédophilie, sous l'article 227-25 du Code pénal. Maître, très rapidement. Ah bien, ce sont les actes commis sur les mineurs. Il y a deux catégories de mineurs en ce genre qui sont victimes. C'est les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire dont l'âge est au-dessous de 15 ans, les peines sont plus graves, et les mineurs de 18 ans, mais qui demeurent des mineurs, et dont les majeurs abusent. Et c'est ce qui est la pédophilie telle qu'elle est définie par les dispositions du Code pénal. Alors, que doit-on appeler? Quelle différence concrète on doit faire entre moins de 15 ans? C'est l'article 222-25 du Code pénal. D'accord. Alors, moins de 15 ans, ça veut dire quoi? Moins de 15 ans, c'est un mineur qui ne peut absolument pas faire donner de consentement. Vous ne pouvez pas dire consentant au-dessous de 15 ans. C'est-à-dire le mineur de 15 ans ne peut pas donner un consentement. Il y a manifestement une absence légale de consentement et vous tombez sous le coup de la loi. Donc, toucher un enfant de moins de 15 ans, même si c'est le vôtre, vous êtes un violeur et... à partir du moment où vous commettez un de ces actes prévus et réprimés par la loi, vous tombez sous le coup près d'une décision de justice, le procureur intervient et vous passez au tribunal. Moins de 15 ans, c'est systématiquement un viol. Moins de 18 ans, mais plus de 15 ans, c'est quoi? Il faut qu'elle dise oui? S'il y a l'absence de consentement, c'est toujours l'absence de consentement sous mineur, nous rentrons toujours dans le cadre de la pédophilie. Si elle dit oui, elle a plus de 15 ans, moins de 18 ans, mais c'est votre fille. C'est quoi? C'est pédophilie? Non, ça c'est l'inceste. C'est l'inceste qui est au-dessus de 18 ans. Au-dessous de 18 ans, il y a inceste puisqu'il y a un acte commis par un ascendant ayant autorité sur un mineur, et en ce moment, c'est toujours la pédophilie, vous tombez sous le coup de la loi. D'accord, on est bien d'accord. Donc, moins de 18 ans et plus de 15 ans, même si elle dit oui, c'est pas le mot viol, mais c'est pédophilie. Et aggravée, pédophilie aggravée.
Et l'autre ça, c'est condamné par la loi. Tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'y toucher parce que c'est votre enfant. Même si elle a plus de 15 ans, même si elle a dit oui. Merci. Toujours dans la famille, violence conjugale, des fois incitée par la concubine. Mais que dit justement la loi quand vous avez justement, vous êtes vous-même, vous faites partie de la bigamie? Ah oui, la bigamie, c'est quand vous avez deux femmes. Voilà. C'est complètement interdit par la loi. Autrefois, c'était sanctionné parce que c'était une bigamie qui concernait que des gens de l'hémisphère nord. C'était 3 ans de prison. Mais comme les gens des autres hémisphères arrivent dans la zone tempérée, et vous suivez mon regard, la société devient une société de plus en plus ménissée. Alors, métissée, on est tombé à 1 an en cas de bigamie. 1 an de prison, ça c'était l'ancien texte. Non, 3 ans l'ancien texte. L'ancien texte, le nouveau texte, c'est 1 an de prison. Et c'est sous l'article 433, trait d'union 20 du Code pénal. Un dernier mot sur toutes ces affaires. Qu'est-ce que vous considérez? La bigamie donc, un dernier mot. La bigamie est sanctionnée par la loi. Le législateur était très sévère avant 1994. Il condamnait à 3 ans de prison celui qui, étant déjà marié, avait essayé d'entrer en union avec une deuxième femme dans les liens du mariage. C'était 3 ans de prison. Actuellement, la peine est tombée à 1 année de prison parce qu'il y a davantage de gens qui, du côté religieux, avaient des autorisations de bigamie, voire de polygamie. Le prophète Mahomet a dit qu'on peut avoir autant de femmes qu'on a de possibilités d'en avoir. Mais il y a un détachement entre la religion et la loi. Donc, nous ne ferons le commentaire. Est-ce que la loi incite à une forme d'hypocrisie? Puisque autant si officiellement vous voulez une 2e femme, même avec l'accord de votre femme, vous êtes sanctionné par la loi, alors que si vous avez une maîtresse sans l'accord de votre femme, vous n'êtes pas sanctionné par la loi. En tout cas, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Nous rappelons aujourd'hui, donc, avec Maître Rod, c'était donc violence conjugale, donc femme battue. Nous avons vu que vous encourez pas mal de peine. Au minimum, quand vous touchez votre femme, eh bien, enfin, vous frappez votre femme, en tout cas, vous encourez une peine de 45 000 €, 75 000 € avec 5 ans même de prison, minimum 3 ans, d'accord, et jusqu'à 20 ans, même en l'ayant blessé et entraîné la mort. Nous rappelons aussi que le meurtre, c'est pas parce que votre femme est votre femme que vous avez le droit de la tuer. Le viol existe aussi dans le couple. Donc nous avons vu quand c'est une femme avec un garçon, la fellation était un viol. Donc si vous avez raté, ça vous de revoir l'émission. Vos enfants, vous n'avez pas le droit de les toucher. Même si ils ont plus de 15 ans, contrairement si c'était une personne de plus de 15 ans mais hors mariage. Et la bigamie est aussi quelque chose de condamné. Encore une dernière fois, ça avait une dernière chose à rajouter, maître. Eh bien, à toutes ces femmes battues. À toutes les femmes battues, à toutes les malheureuses victimes, vous aurez bientôt un juge, mais ce qu'il vous faut surtout, c'est un avocat. Maître Rod, merci. Je profite de l'antenne pour envoyer un grand bonjour à Mme Tomiche qui m'a envoyé un fax concernant une lettre de 87 adressée au Mazu. Juste préféré qu'il m'envoie un mot sur cette époque héroïque où il faisait la grève de la faim à Saint-Hyacinthe, où j'étais son avocat en sa qualité de patriote guadeloupéen devant comparaître au procès d'avril 1968 et où je venais le voir pour le réconforter durant cette terrible épreuve de la grève de la faim. Maître Rod, bonjour. Bonjour, M. Mallet. Alors avec vous aujourd'hui, nous verrons pourquoi passer par un avocat. Qu'est-ce que l'on peut attendre d'un avocat dans la situation de violence conjugale, femme battue? Maître Rod, c'est à vous. Violence conjugale, femme battue, nous avons un sujet qui concerne du côté féminin, au moins en France, pays de 60 millions d'habitants, au moins 4 millions de femmes. Et pour voir le problème en son entier, 4 millions de femmes, ça vous donne un nombre égal d'hommes et un nombre double d'enfants. Alors, il s'agit d'un problème extrêmement sérieux, extrêmement aussi complexe, parce que les choses ont changé. On n'est plus au temps de Saint-Paul où la femme, quand il s'agissait d'un couple marié, et marié à l'église, où la femme doit obéir au mari. Nous sommes arrivés au XXIe siècle, à l'époque où l'on arrive à la quasi
égalité absolue entre l'homme et la femme. Ils sont différents, mais égaux en droit. Alors, la violence, qu'a-t-elle à faire dans le couple qui aurait dû se placer sous le signe de l'amour, sous le signe de l'amour, sous le signe de la cohésion? Au lieu de quoi, il arrive des moments et il n'y a pas, évidemment, de jour sans nuit, il n'y a pas de lumière sans ombre, il y a des moments où les choses vont moins bien. Il n'y a pas un homme éternellement bien portant jusqu'à l'heure de sa mort. Alors là, nous avons évidemment les dispositions de la loi et qui concernent les violences commises dans le couple. Alors, contrairement à notre habitude, autant par thème, jusqu'à présent, nous avions un article de loi auquel se référer pour ce thème. Tandis qu'aujourd'hui, c'est que, à travers la violence dans le couple, donc nous verrons que ce soit le meurtre, que ce soit le viol, que ce soit les sous-entendus du viol, donc il y a des articles éventuellement différents. Aussi dans la famille, donc il y a aussi les enfants, donc la notion de pédophilie. Dans la famille, il y a la femme, mais il y a aussi la maîtresse, donc tout ce qui est bigamie. Donc nous verrons avec vous. Mais juste avant, donc s'il y a qu'à citer un thème, donc ce fameux, alors dans cette violence du couple, nous disons de femmes battues. Donc déjà, pourquoi dans des contextes comme ceci, et nous verrons, hein, parce qu'il y a des reversements qu'exige la loi, hein, en fonction des souffrances que vous affligez un être humain, qu'il soit votre femme, mais juste avant de venir à la femme battue d'aujourd'hui, vous m'avez laissé, et vous nous avez laissé comprendre, qu'apparemment, à une certaine époque, un homme avait le droit de battre sa femme. C'est ça que je peux comprendre? Donc, la femme suivait, au contraire, à ces époques anciennes, il y avait moins de violence dans le couple, moins de violence entre les conjoints. Pourquoi? Parce que l'homme était la personnalité dominante, la femme doit obéir à son mari. C'est ce qui était enseigné par l'Église. Je renvoie aux épîtres de Paul là-dessus. Et les choses ont changé. Les choses ont changé pour une première raison, c'est que l'élément moteur de tout progrès de l'humanité, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Or, sous l'angle double de l'instruction et de l'éducation, de plus en plus, statistiquement parlant, la femme domine l'homme. Mutilation, donc c'est aggravé, et tout de suite, commençons par le plus grave et que l'on n'aurait jamais souhaité, puisqu'en Martinique on parlait d'un mari qui a carrément brûlé sa femme sur la place publique, comme si ce croyait dans certains pays que nous ne citerons pas. Donc sous l'article 222.8, 4e, on parle déjà de 20 ans, et c'est quand un homme a l'audace, le mépris d'aller jusqu'à la mort de sa femme dans un contexte de violence conjugale, femme battue. Mais c'est à vous, expliquez-nous déjà. Eh bien là, la peine maximale, ce sont les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La loi punit ce crime de 15 années de réclusion criminelle. Lorsqu'il s'agit de coups et blessures ayant entraîné la mort de sa compagne ou de son compagnon, c'est le même texte, eh bien, en ce moment-là, la peine est visée par l'article 222.4, quatrième, et elle est de 20 ans de réclusion criminelle. Et vous avez bien fait d'indiquer, lorsqu'il s'agit de mutilation, nous avons le 4e bis de 222.9, et si l'on prend le thème physique de la longévité en ce qui concerne la vie, la femme, là aussi, domine l'homme. La durée de vie statistique de la femme avoisine 85 ans au moment où je parle, alors que l'homme a progressé, mais il n'arrive pas encore à 80 ans. Alors, venons-en désormais, pourquoi dans le cas de violence conjugale, donc entendons plus vulgairement femme battue, d'accord, il est nécessaire et il est plus utile en termes d'efficacité d'avoir un avocat. Juste pour citer 2-3 articles que je vous donne la parole, donc nous verrons dans cette brief de femmes battues, sous l'article 222.13
4e bis, on parlera de 3 ans, qu'est-ce que vous nous direz par le mot 3 ans, et de 45 000 euros, éventuellement d'amende, vous nous direz quel est le bon terme. Nous verrons si sous l'article 222.12, 4e bis, on parlera de 5 ans, vous nous expliquez ce que ça veut dire, et de 75 000 euros et plus, dans quel contexte. Nous verrons si sous l'article 222.9, 4e bis, nous parlerons de 15 ans cette fois, et là, dans les circonstances de